Tout d'abord, je me présente, Dr Abdi. Je suis le secrétaire général de l'Association algérienne de médecine nucléaire et exerçant au Centre d'imagerie scintigraphique de Blida. Tout d'abord, je veux remercier toute personne qui a participé à l'organisation de cette journée. Je remercie nos invités, la Société algérienne de formation et de recherche en oncologie, et je remercie tous nos invités qui nous ont honorés par leur présence. Donc, je vais essayer de faire une overview sur l'oncologie nucléaire. Tout d'abord, c'est quoi l'oncologie nucléaire? C'est tout simplement l'utilisation diagnostique et thérapeutique de la médecine nucléaire en oncologie. Mais c'était toujours presque de la théranostique. Et c'est quoi la théranostique? La théranostique, c'est la combinaison de deux mots, thérapeutique et diagnostic, en un seul. Et on va voir pourquoi. Donc, je vous invite à visualiser cette vidéo tridimensionnelle réalisée par la Commission européenne de développement des sciences et technologies. Donc, le produit radioactif qui sera injecté au patient va contenir dans cet exemple de l'octréotide marqué au lutécium 177. Le lutécium 177 qui est un atome radioactif émetteur de deux rayonnements. Un rayonnement gamma qui va permettre de faire l'imagerie, c'est-à-dire le diagnostic, et un rayonnement bêta qui va permettre de faire le traitement. Donc, cette solution qui contient, c'est comme un cheval de Troie, qui contient cette molécule, sera injectée par voie intraveineuse au patient, et bien sûr, elle sera distribuée à la circulation, par la circulation sanguine vers les processus tumoraux et les cellules tumorales. Et puisqu'elle contient de l'octréotide dans cet exemple, les tumeurs non endocrines vont fixer cet octréotide qui est, comme on a dit, comme un cheval de Troie, qui contient aussi une molécule radioactive de lutécium. Et donc cette molécule va émettre du rayonnement bêta, et ce rayonnement bêta qui est de haute énergie va permettre de détruire les cellules tumorales, et va émettre aussi du rayonnement gamma, qui est un rayonnement à long parcours, c'est-à-dire qui va traverser le patient, et ce qui va nous permettre de faire l'imagerie. Donc on voit ici les rayonnements gamma qui sont émis par les molécules, et la gamma caméra, dans cet exemple, ça peut être que ça soit du SPECT ou bien du PET, la gamma caméra qui va détecter ces rayonnements et qui va nous permettre de faire de l'imagerie, et cette imagerie sera importante pour faire le diagnostic, le bilan d'extension, l'évaluation du traitement après plusieurs cours. Donc cette vidéo est disponible à but éducatif sur YouTube, vous pouvez la télécharger. Donc ici la schématisation de ce qu'on avait dit avant. On voit ici la schématisation de la membrane cellulaire d'une cellule cancéreuse avec les récepteurs. Le ligand va se lier sur ces récepteurs et à travers un linker, c'est-à-dire un lien entre le ligand et la molécule radioactive, on va essayer d'intégrer soit des molécules radioactives à but diagnostique, comme l'exemple du fluor 18 pour le PET, ou bien le technétium 99 métastable pour l'imagerie SPECT, et ce qui va nous permettre de faire l'imagerie SPECT ou PET. Et dans cet exemple, on montre à gauche de l'écran, on a l'exemple de l'imagerie SPECT pour le PSMA marqué au technétium. Et à droite, c'est l'exemple de l'imagerie PET de PSMA marqué au fluor 18. Ensuite, après avoir fait le diagnostic, avec le même ligand et le même linker, on va lier une autre molécule radioactive qui est le lutécium 177 qui va émettre du rayonnement bêta, et c'est ce rayonnement bêta qui va nous permettre de faire le traitement. Il existe deux types historiques de thérapie, radiothérapie ou bien théranostique. L'exemple classique, c'est l'iode 131 qui a été toujours utilisé pour traiter les cancers de la thyroïde. L'iode 131 se fixe sans avoir besoin de ligand ou bien de linker sur les cellules thyroïdiennes, qu'elles soient bénignes ou malignes. Donc ça, c'est ce qui est classique, mais le problème, c'est qu'on n'avait pas assez de radioisotopes ou bien de molécules qui peuvent se fixer sur les différents types de cancers. Donc les cellules thyroïdiennes captent l'iode de façon physiologique, mais les autres molécules, les autres cellules cancéreuses, les autres types de cancers ne captent pas tous les radiotraceurs qu'on a. Et d'où l'avènement avec le développement de la biochimie de cette technique d'essayer d'intégrer un ligand
d'intégrer une molécule radioactive à travers un ligaire à un ligand pour pouvoir s'attaquer à différents types de cancers. Et c'est justement, c'est là où la théranostique, dans ces dernières années, connaît un boom, comme on va voir dans les prochaines slides. Donc un peu d'histoire. Quand est-ce que tout a commencé? Bien sûr, ça a commencé par la découverte de la radioactivité fin 19e siècle, l'isolement des premières molécules radioactives par Pierre et Marie Curie. 1913, c'est la première injection intraveineuse de radium. 1936, première utilisation du phosphore 32 pour traiter la leucémie. Et ensuite, ça a commencé à se développer. Et on va essayer de les regrouper par pathologie. Donc, pour la thyroïde, bien sûr, c'est la découverte de l'iode 131 en 1938. Première utilisation diagnostique de l'iode radioactif en 1939. Première utilisation thérapeutique pour pathologie bénigne en 1941 par Sol Hertz. Et 1946, première utilisation thérapeutique pour cancer de la thyroïde. On voit ici l'exemple, la photo du premier patient traité par l'iode radioactif en 1946 et l'amélioration franche de son état clinique. 1951, l'iode radioactif est approuvé par la FDA pour traitement des troubles de la thyroïde. Autre pathologie, à part la thyroïde, c'est les localisations osseuses secondaires. Ça a commencé en 1939 par l'observation de fixation du strontium 89 sur les métastases osseuses. 1976, c'est première utilisation du strontium pour traiter les métastases osseuses. Et 1993, c'est l'approbation par la FDA, l'Agence américaine du médicament, du strontium, du chlorure de strontium 89 pour soulager les douleurs osseuses chez les patients métastatiques. 1942, c'est la première fois où Steve Larson et Jeff Carrasquello ont eu l'idée d'intégrer l'iode radioactif à des anticorps pour traiter les mélanomes. Et donc l'idée, c'était quoi? C'est en premier temps utiliser une faible dose de radioactivité d'iode pour faire le diagnostic, et en deuxième temps, utiliser des hautes doses pour faire le traitement. 1998, on commence à utiliser le TEP-FDG pour évaluer les lymphomes. 2003, et là, on est vraiment dans la théranostique moderne. La FDA, en 2003, approuve le Zevalin pour le traitement des lymphomes. 2004, c'est l'approbation du Bexar. En 2010, le démarrage de l'étude NETHER pour l'évaluation de l'octréotide marqué au lutécium pour le traitement des tumeurs non endocrines. Et cette étude qui a atteint son objectif 5 ans après. Et en 2017, le Lutathera est approuvé par l'Agence européenne du médicament. Ensuite, une année après, elle est approuvée aux États-Unis. Bien sûr, grâce à la publication de cette étude dans le journal connu, le New England Journal of Medicine. En 2013, la FDA approuve et l'Agence européenne approuve le Xofigo pour le traitement des métastases osseuses du cancer de la prostate. 2013 aussi, lancement de l'étude Vision qui a évalué l'utilisation du lutécium PSMA pour le traitement des métastases osseuses. Et en 2022, 9 ans après, la FDA approuve l'utilisation du lutécium PSMA pour le traitement du cancer de la prostate résistant à la castration. Aussi, l'étude a été publiée dans le journal New England Journal of Medicine et on voit ici l'utilisation du lutécium PSMA arrive à améliorer la survie globale chez des patients atteints de cancer de la prostate, même à un stade tardif, résistant à la castration. C'est-à-dire qu'on a essayé tous les traitements chez ces patients et ils sont à stade final et le lutécium PSMA arrive quand même à améliorer la survie chez ces patients. Donc un peu d'histoire en Algérie, on a vu l'histoire globale. En Algérie, la première utilisation de l'iode 131 date de 1969 par le professeur Moulay Ben Miloud, que la majorité d'entre nous le connaissent, vu son idée de génie d'introduire l'iode dans le sel de table pour réduire la pathologie thyroïdienne. 1978, c'est le début d'utilisation de l'iode 131 au CPMC. 1980, début d'utilisation au CHU Bebloued, professeur Chitour. Entre 80 et 85, c'est le retour des premiers médecins nucléaires algériens en Algérie qui ont été formés en France, le professeur Amouran, professeur Berber, professeur Bouyoussef et le professeur Hafef. 1987, c'est le premier DEMS algérien, professeur Boulouba, qui est présent ici avec nous. Entre 85 et 86,
C'est la première utilisation diagnostique de la MIBG 131, marquée à l'iode 131, à l'hôpital de Berboued par Dr. Jidel, qui est un spécialiste de médecine interne, au service de professeur Chitour. Début des années 90, c'est la première utilisation thérapeutique, cette fois de la MIBG marquée à l'iode 131, par le professeur Hafef à l'hôpital central de l'armée. Et ensuite, le professeur Hafef aussi a introduit l'utilisation en Algérie de l'yttrium 99 pour les crâniophryngiomes et du phosphore 32 pour la maladie de Vaquez. Dans les années 90, c'est le début de l'utilisation du strontium 89 aussi par le professeur Hafef à l'HCA, ensuite à Berboued par le professeur Bouyoussef. Ensuite, qu'en est-il de l'état actuel? On va voir dans le monde, ensuite en Algérie. Les exemples d'utilisation actuelle de la theranostique, bien sûr l'iode 131 qui est connu pour le traitement du cancer de la thyroïde, le samarium et le strontium 89 pour les métastases osseuses, soulager les patients à un stade tardif de la maladie, le lutécium qui peut être utilisé marqué au PSMA pour le traitement du cancer de la prostate ou bien à l'octréotide pour le traitement des tumeurs non endocrines. On voit ici une schématisation des différentes molécules radioactives qu'on peut utiliser à gauche de l'écran pour la thérapie et à droite pour le diagnostic. Il y a des émetteurs alpha, que ce soit alpha ou bêta, ou bien il y a des molécules qui sont émettrices des deux types de particules. Et bien sûr, les molécules utilisées pour le diagnostic, c'est des émetteurs de rayonnement gamma. Donc l'état actuel pour cancer de la thyroïde, l'iode radioactif est connu et reconnu, il est intégré dans la prise en charge du cancer de la thyroïde depuis bien longtemps. Mais la nouveauté, c'est surtout le cancer de la prostate, donc les recommandations de l'ASCO, l'American Society of Oncology. Et les recommandations qui dataient de 2014 ont été mises à jour récemment, juste pour intégrer le traitement par lutécium PSMA chez les patients à un stade métastatique résistant à la castration. Et là, la recommandation, elle est forte, vu les résultats très intéressants. Ces recommandations de l'ASCO ont été revues cette année juste pour mettre à jour les critères de sélection des patients à ce type de traitement. Et donc l'utilisation de lutécium PSMA dans le monde, où est-ce qu'on est? On voit que le lutécium PSMA, il est surtout utilisé actuellement dans les pays développés et les pays qui ont des moyens conséquents. Et l'Allemagne et l'Australie sont les leaders. C'est eux qui ont traité le plus de patients qui ont le plus d'expérience de lutécium PSMA. Dans les pays arabes, la première utilisation du lutécium PSMA, c'est en Jordanie par le Dr Ibrahim Akram en 2017. Donc c'est déjà un petit peu loin par rapport à nous en Algérie. On voit ici le premier patient qui a été traité. Ce qui est entouré en rouge, ce sont les métastases osseuses. Ce qui est entouré en vert, c'est les fixations physiologiques, c'est la voie d'élimination du produit. Et donc ce patient qui a été traité par 4 cures entre 2017 et 2019, on voit qu'en 2019, il y a presque disparition de toutes les métastases qu'il avait. Et on voit que les fixations physiologiques. Et donc avec cet effet intéressant du lutécium PSMA, ça a lancé plusieurs études actuellement, plusieurs molécules qui sont en cours d'essai à différents stades. Et dans les différents papiers, on voit qu'on s'attaque presque à toutes les pathologies, avec les émetteurs bêta, avec les émetteurs alpha. On voit ici toute une liste des pathologies et des molécules qui sont en cours d'études. Et là, c'est une schématisation globale des études en cours et des méthodes de theranostic qui sont en cours d'évaluation pour les différents cancers. On s'attaque au cancer du sein, presque toutes les tumeurs solides, y compris les leucémies et les tumeurs malignes du sang. Et l'idée globale, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'on a un anticorps, ou bien un ligand qui peut se lier à une cellule cancéreuse, si on arrive à lier avec ce ligand une molécule radioactive avec un linker, c'est comme si on va avoir la clé pour traiter ce cancer. Et donc, je vais zoomer un petit peu ce cercle. Ce cercle représente les molécules actuellement qui sont en cours d'évaluation. Ce qui est en gris, le grand cercle en périphérie, ce sont les molécules qui sont en stade préclinique, d'évaluation préclinique. Et plus on avance, on a phase 1, phase 2 et phase 3. Et au centre du cercle, c'est les molécules qui ont été approuvées. Donc toutes ces molécules sont en train de venir
pour apporter vraiment de l'espoir pour des malades qui sont à un stade avancé de leur pathologie. Et les boîtes de prévision mondiale, grâce à ce développement, prévoient qu'il va y avoir une croissance mondiale de plus de 15% d'ici 2018 de ces méthodes théranostiques, avec une estimation de plus de 4 milliards de dollars. L'avantage donc de ces méthodes, c'est que c'est un traitement c'est la précision du diagnostic, parce qu'on va utiliser de la radioactivité pour faire le diagnostic. Le traitement, il est ciblé, c'est-à-dire qu'on va éradiquer que les cellules cancéreuses. La réduction des effets secondaires, parce que généralement, c'est des méthodes la majorité des méthodes ne donnent pas aussi d'effets secondaires que le traitement classique par chimiothérapie. Et bien sûr, la meilleure surveillance de la réponse thérapeutique. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on peut faire de l'imagerie. Donc, on évalue la cure qu'on a donnée. On peut faire de la dosimétrie pour estimer la dose qui a été délivrée à la tumeur. On peut même prédire la réponse à ce traitement grâce à l'imagerie. Les limites de cette méthode, bien sûr, chaque méthode a une limite, et les limites de ces méthodes, bien sûr, c'est l'exposition au rayonnement qui doivent être gérées, le coût élevé, mais qui va sûrement diminuer avec la concurrence, la disponibilité limitée de certains radioisotopes, mais aussi qui va se résoudre avec le temps et avec la concurrence, et la nécessité d'une expertise technique, c'est-à-dire que ces méthodes, on ne peut pas les appliquer partout. Et dans ce cadre d'expertise technique, il y a un papier qui a été fait par trois institutions, la Société européenne de médecine nucléaire, la Société américaine de médecine nucléaire et l'Agence internationale à l'énergie atomique. Et on voit qu'une des recommandations pour installer un service de théranostics, c'est de se référer à des centres qui ont déjà de l'expérience dans ce domaine de théranostics. Donc, quel est l'état actuel en Algérie? Est-ce qu'on a de l'expérience et est-ce qu'on est prêt pour appliquer ces méthodes? En Algérie, il y a environ 50 centres et services de médecine nucléaire, dont 13 au public et 36 au libéral. Il y a environ 100 médecins nucléaires exerçant en Algérie, sans compter les médecins qui sont partis à l'étranger. Et dans cette carte, on voit la schématisation du nombre de gamma caméras par 100 000 habitants. On voit qu'il y a une certaine disparité de distribution. Il y a certaines wilayas qui sont mieux couvertes que d'autres, mais globalement, une wilaya peut drainer de quelques wilayas limitrophes. Et les cyclotrons, bien sûr, qui sont importants pour faire le PET, qui est nécessaire pour l'étape diagnostique. Il y a 6 cyclotrons actuellement en Algérie, dont un cyclotron qui va démarrer cette année et qui est intéressant parce que c'est un cyclotron à but commercial, c'est-à-dire qu'il va permettre de démarrer plus d'un centre de médecine nucléaire. La particularité par rapport aux autres cyclotrons, c'est qu'ils sont faits juste pour alimenter le centre de là où ils sont installés. Donc en Algérie, est-ce qu'on a de l'expérience dans la théranostics? Pour le cancer de la thyroïde, il y a des milliers de malades atteints de cancer de la thyroïde qui ont été déjà traités en Algérie pour le cancer de la thyroïde avec l'iode 131. Il y a des centaines de malades qui ont été déjà traités pour des métastases osseuses avec le strontium et le samarium. Des dizaines de malades traités par un IBG thérapeutique à l'iode 131, le phosphore 32 et l'yttrium. Et aussi, on débute dans l'utilisation du lithium PSMA. Donc en conclusion, la théranostics a parcouru vraiment un long chemin depuis la découverte de la radioactivité pour offrir actuellement un espoir de traitement pour des patients atteints de cancer de la thyroïde vraiment à un stade avancé de leur maladie. Et l'Algérie dispose d'une expérience considérable dans ce domaine, d'une infrastructure prometteuse et de la ressource humaine nécessaire. Je vous remercie de votre attention.